On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Opération policière d'envergure vendredi dernier au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les enseignants et les étudiants ont été confinés. On parle avec des représentants du syndicat des enseignants dans quelques instants, mais tout d'abord, bilan de la journée avec le service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Opération d'envergure au cégep Saint-Jean-sur-Richelieu vendredi dernier. Confinement des élèves. Une personne a été arrêtée. Ce n'est pas tous les jours qu'on est confronté à ce genre d'événement-là, et tant mieux, mais c'est la dure réalité d'aujourd'hui où les institutions scolaires et nos services de police doivent se préparer à toute éventualité. Question de faire le bilan de cette journée. Deux invités pour en parler. D'abord, Jérémy Levac, qui est sergent et porte-parole à la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour. Bonjour. Accompagné de Stéphanie Moreau, qui est inspecteur intérimaire, division patrouille et surveillance du territoire à la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, comme je le disais en introduction, c'est pas tous les jours qu'on est confronté à ça. C'est le genre d'opération qu'on planifie dans les livres. Mais malheureusement, là, on a dû appliquer évidemment ce qu'on prévoit faire dans de tels cas. La première question, toute simple, quand l'appel rentre au 911 vendredi matin, il se passe quoi dans les minutes qui suivent? Dans les minutes qui suivent, je vous dirais que par expérience et aussi de par formation, chacun des policiers, que ce soit l'inspecteur, le commandant, le lieutenant, sergent, patrouilleur, on sait tous déjà un petit peu d'avance qu'est-ce qu'on va devoir faire, qu'est-ce qu'on va devoir mettre en œuvre. Donc, les directives sont assez simples, sont assez directrices aussi, excusez-moi. Et chaque policier et membre du personnel va prendre une position dans un premier temps. Et une fois qu'on est rendu au cégep avec l'appel qu'on a eu, c'est là qu'on met en place le plan d'opération pour faire face à la potentielle menace qui est sur les lieux. Bon, parce que dès qu'on reçoit un appel émanant d'une école, cégep, le collège dans ce cas-ci, qui dit menace école, je présume que dès le départ, et là, on ne mesure pas encore le niveau de menace, mais dès que ce genre d'appel-là rentre, il y a la mise en œuvre du plan qui s'exécute dans les prochaines secondes. Tout à fait. Fait que les policiers, dans le fond, depuis, entre autres, les événements de la Polytechnique, les policiers sont formés pour entrer, puis identifier la menace et la neutraliser. Donc, avec la description d'un potentiel suspect, vont tout faire pour le localiser et le neutraliser. Alentour de ça, il y a tout un périmètre qui s'établit. Et là, la procédure qu'on connaît, c'est qu'il y a lieu de confinement de tous les étudiants. Bon. Le type d'appel que vous avez reçu, et je comprends qu'il y a des éléments d'enquête qu'on ne peut pas dévoiler, mais à la base, le type d'appel que vous recevez vendredi, ça ressemble à quoi? L'appel qu'on a reçu, c'est quelqu'un qui nous a appelé, qui provient de l'intérieur du cégep, qui a vu un homme au comportement douteux, habillé d'une veste tactique, d'une veste par balle. Et on pouvait aller jusqu'à dire qu'il y avait peut-être des fils qui dépassaient au niveau de la veste par balle. Est-ce qu'on parle à ce moment-là de simples fils, de la corde, des explosifs? Nous, on met toute cette réalité-là en hypothèse. On veut voir quelle est la meilleure façon de faire. Et c'est ce qui a fait qui nous a amené là, à intervenir de façon dynamique au cégep. Bon. Vos policiers sont entrés immédiatement à l'intérieur? Tout à fait. Ils étaient combien et à quel moment avez-vous eu le soutien de la Sûreté du Québec? À quel moment il y a une gradation dans l'opération entre le moment où vos policiers rentrent? Oui. Parce que de mémoire, l'interception de l'individu s'est faite quand même assez rapidement. Donc, je ne peux pas vous dévoiler le nombre, mais tous les effectifs disponibles se sont déplacés sur les lieux. Oui, effectivement, ils sont entrés à l'intérieur. Je ne sais pas exactement à quel endroit l'individu a été localisé, s'il est sorti de lui-même, tout ça, là, parce que nos débriefings ne sont pas complétés. Pour ce qui est de la Sûreté du Québec... Parce que c'est ça, rapidement, on a vu, donc, et les premières photos sont sorties de l'individu qui est à l'extérieur et qui se fait interpeller. Mais après ça, l'opération ne s'est pas arrêtée là. Pas du tout. Et à quel moment avez-vous fait intervenir la Sûreté du Québec? Parce qu'effectivement, nous, il faut l'élucider. Est-ce que cet individu-là a des complices? Il faut être certain qu'il n'y a pas de complice, qu'il n'y a pas de suspect. Tout ce temps-là prend effectivement un certain temps. Donc, la Sûreté du Québec, pour ce qui est de la Sûreté du Québec, c'est que quand on a besoin d'effectifs supplémentaires, quand on juge qu'on a besoin d'effectifs supplémentaires, on fait appel à des corps policiers. Nous, on a ce qui s'appelle un plan de mobilisation. Quand on décide de déclencher le plan de mobilisation, c'est un protocole qu'on a entre nous. Et les services de police, autant des sûretés municipales que la Sûreté du Québec, nous viennent en assistance.
Donc, nous, on appelle la Sûreté du Québec qui est responsable de déclencher ou non ce plan de mobilisation-là et nous envoie les effectifs nécessaires. Dans le cas de vendredi dernier, on a des policiers de Richelieu-Saint-Laurent qui sont venus nous assister, de Roussillon, et la plupart des effectifs étaient effectivement la Sûreté du Québec. OK. Mais donc, pour vous, une fois qu'on intercepte l'individu menaçant, il faut savoir s'il y a des complices ou présence d'explosifs ou je ne sais trop à l'intérieur. Et c'est là où vous déclenchez, parce que je présume qu'à ce moment-là, vous vouliez avoir le cœur net sur la suite des choses. Bien, le moment où on déclenche, c'est est-ce qu'on a besoin ou non d'effectifs supplémentaires. Nous, on a jugé qu'on en avait besoin afin de nous permettre de faire toutes les vérifications nécessaires pour s'assurer que tout était sécuritaire, qu'on pouvait aller de l'avant. Donc, on avait besoin d'effectifs supplémentaires pour mener à bien les opérations vendredi dernier. Bon, parce qu'à un autre moment aussi, on a vu qu'on avait arrêté une jeune fille d'âge mineur avec un sac, mais finalement, elle a été relâchée parce qu'elle était une témoin et non pas une complice de l'événement, ce que j'ai compris. Il y a 2 autres personnes qui ont été interpellées, effectivement, vendredi, ont été relâchées rapidement après qu'on ait vérifié d'autres éléments. Bon, il y a un élément de communication, oui, avec les médias, mais à l'intérieur même aussi, parce qu'à quel moment on dit à la direction du cégep, aux élèves et aux enseignants de se confiner dans les classes? Rapidement, vendredi, ça s'est très bien fait. Le cégep a pris la décision, après l'appel initial, de confiner le personnel travaillant et les étudiants. Ils ont pris cette décision-là et nous en ont avisé immédiatement. Donc, nous, quand on a complété l'intervention, l'opération policière, on savait déjà que le confinement était en place, donc ça a facilité de beaucoup le travail de nos policiers. Bon. Et là, une fois que vos collègues des autres corps de police arrivent, que les élèves et les enseignants sont confinés et qu'on fait des recherches, là, de ce que j'ai compris, ça a pris quand même plusieurs heures. Le bâtiment est grand, il y a beaucoup de locaux, il y a quand même beaucoup de monde dans la bâtisse également. Donc, quelle a été la stratégie par la suite sur le confinement et le déconfinement des individus à l'intérieur de l'établissement? Mais il y a toute une série de validations qu'il faut faire. Il faut savoir aussi que durant ces heures-là, on est en interrogatoire avec notre suspect. Ouais. On a des éléments à valider, plusieurs éléments d'enquête aussi à valider. Puis oui, il y a une fouille qui se fait de façon stratégique avec, là, vous avez vu, on avait des maîtres chiens sur place. On avait aussi des techniciens en explosifs de la Sûreté du Québec. Donc, il y a toute une fouille qui se fait stratégiquement. Lors de la prise de décision du déconfinement, il y avait des élèves qu'on devait fouiller. Donc, il y a toute une stratégie qui est mise en place en collaboration avec la Sûreté du Québec là, pour s'assurer que tout soit sécuritaire lors du déconfinement. Bon, question peut-être un peu technique, mais dans toute cette opération-là, est-ce que le commandement de l'opération demeure toujours dans les mains du corps de police municipal ou il y a quelque chose qui est transféré à la Sûreté du Québec? Dans ce cas-ci, tout le commandement était encore dans les mains du corps de police municipal. La Sûreté du Québec était en assistance à nous seulement. OK, tout simplement. Oui. Bon. Vers la fin de l'après-midi, on a fini par déconfiner au grand complet. Comment ça s'est passé dans les heures qui ont suivi, disons dans l'après-midi même du vendredi? Le déconfinement partiel a été décrété aux alentours de 13h15. Donc, comme l'inspecteur Moreau l'a dit, tous les étudiants, le personnel qui sortaient du cégep et même du stationnement étaient fouillés de façon préventive pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres suspects qui auraient pu se dissimuler là, au travers le personnel. Et suite aussi à l'interrogatoire, à l'enquête, on a eu des éléments qui nous ont laissé présager là, qu'on avait toutes les informations pour déconfiner complètement le cégep. Donc, de 13h15 à 16h, ça s'est fait de façon graduelle. On y allait aile par aile, étage par étage, en identifiant bien des sorties pour que notre personnel policier soit prêt aussi à faire face à ce flot de gens-là. Là. Bon, tantôt, je parlais d'enjeux de communication à l'interne, mais aussi, tout le monde a des téléphones cellulaires aujourd'hui. Les étudiants peuvent s'en servir pour appeler, prendre des photos. Il y a des parents qui étaient évidemment inquiets. On peut les comprendre. Comment on gère cette pression médiatique-là ou cette pression du public qui veut tout simplement se faire rassurer?
Au niveau médiatique, je vous dirais là, que dans mes peu d'années d'expérience au niveau des communications, ça a été la journée où on a fait le plus d'entrevues, le plus d'entretiens médias. J'étais avec ma collègue, l'agent Dion, et on a commencé au départ par faire des entrevues à partir du poste de police. On voulait laisser le travail sur le terrain vraiment aux policiers et au personnel au niveau du cégep. On a demandé même aux journalistes de ne pas se présenter sur place pour laisser tout le terrain pour l'opération. Une fois que l'opération a été entamée, il y a eu des arrestations. Nous nous sommes dirigés par la suite là, sur le terrain du cégep pour faire des entrevues. Au niveau des communications, on essayait toujours, en y allant avec l'intérêt de protéger la sécurité des gens qui étaient sur place. C'était comme notre message clé de la journée, si on veut. Et aussi, au niveau des communications, nos répartiteurs ont fait un très bon travail aussi là, pour assurer des centaines de parents. Là. Bon, vous avez dit d'entrée de jeu que, bon, là, vous allez, dans les prochaines heures, procéder à un débrief avec vos équipes. C'est tout à fait normal. Évidemment, c'est encore très récent. Mais est-ce que l'opération s'est déroulée comme celle qu'on peut planifier dans les livres? Je dirais que oui. On n'a pas encore, comme je vous dis, on n'a pas encore terminé les débriefings. On a plusieurs choses à regarder selon le déroulement. Sauf qu'à première vue, c'est une opération qui s'est très bien déroulée. On est très content du travail des policiers sur le terrain. Ça semble s'être déroulé dans les règles de l'art. Les policiers sont intervenus rapidement, sont rentrés rapidement pour neutraliser la menace. L'intervention du suspect s'est faite rapidement. Donc, nous, on est très fiers là, présentement. Bon, parce qu'on l'a vu dans l'actualité, évidemment, il y a eu dans les heures qui ont suivi un épisode au Collège Montmorency à Laval. On est dans la thématique des gangs de rue. Il y a eu des échanges de coups de feu, ce qui n'est pas du tout le cas pour ce qui est de Saint-Jean. Puis même vous, récemment, vous aviez eu aussi une petite opération, bien, je dis une opération à la polyvalente Racicot, mais dans un autre contexte. Mais ça reste qu'aujourd'hui, nos écoles, nos établissements, pour être une garderie aussi, pour être un hôpital, bref, les lieux publics sont malheureusement aujourd'hui propices à ce genre d'incidents-là. Et les services de police, évidemment, ils sont confrontés. Qu'est-ce que vous allez faire dans les heures et les jours qui suivent? Vous parlez de débrief avec vos équipes. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme feedback de la part des gens qui étaient là cette journée-là? Bien, premièrement, on veut ressortir les points positifs, les points améliorés. Il y a toujours place à amélioration. Nous, on a fait appel à un drone de la GRC pour survoler les lieux. On veut voir le positionnement de nos véhicules, le positionnement des policiers sur le périmètre. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer? Il y a toujours un log opérationnel qui est fait aussi, qui prend note de toutes les actions des policiers, des gestionnaires lors de cette journée. C'est sûr que là, on va comparer, comme vous dites, selon les livres, selon le plan et selon ce qu'on a fait. Est-ce que ça correspond? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer? C'est quoi nos bons coups? Donc, ça va être tout ça qui va être à comparer pour pouvoir apprendre de ça pour une éventuelle intervention. À vous deux, merci beaucoup. Merci à vous. Plaisir. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, une légende à Sport Express cette semaine. Cette semaine, on vous raconte Frenchie, l'histoire de Claude Raymond. Et en plus, ces Astros ont gagné la série. Ben oui, ben signé. Ouais. OK, pas de Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Opération d'envergure vendredi dernier au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. On vient de tracer le bilan de l'opération avec les policiers. Maintenant, comment cette opération-là s'est-il vécue de l'intérieur de la part des élèves et des enseignants du collège? Était-il bien préparé? Qu'est-ce qu'on doit retenir pour l'avenir? Bref, on en discute avec la vice-présidente du syndicat des enseignants et enseignantes du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, Marie-Ève Duval. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, tout d'abord, vous-même, comment avez-vous vécu cette journée-là, vendredi? Moi, je fais partie, en fait, des chanceux qui n'étaient pas dans le collège quand l'événement est arrivé. Là, nous, on a reçu la notification. On était, moi et ma collègue Vanessa Pellan, la présidente, on était sur la route, en fait, pour se rendre sur le collège. Donc, on l'a reçu, évidemment, avec beaucoup de stress. Notre premier réflexe a été de se rendre quand même sur place pour être capable de communiquer avec les enseignants qui nous écriraient, puis pour suivre la situation de près. Là, nous, on espérait que s'il y avait dénouement rapide, on puisse aussi rencontrer nos supérieurs pour discuter de la situation. Évidemment, ça ne s'est pas déroulé
de cette façon-là, en fait, là, on a été là toute la journée là, pour supporter les enseignants. Bon, les policiers nous disaient tantôt, dès qu'on reçoit l'appel, bon, les premiers policiers entrent à l'intérieur pour neutraliser la menace. Dans ce cas-ci, procéder à l'arrestation. Quoi qu'il y a eu 2 autres arrestations plus tard, mais ces gens-là ont été relâchés. Les policiers nous disent, bien rapidement, la direction du cégep a envoyé la commande de confiner les individus à l'intérieur de l'établissement. Qu'est-ce que vous ont dit vos membres sur cette façon de procéder quand on reçoit le message de dire, bon, mais là, vous devez vous confiner à l'intérieur? Ça se passe comment? En fait, ça a été reçu, le message a été transmis à 9h25 là, par les communications du collège et ça a été reçu de différentes façons selon les enseignants. Évidemment, il y en a qui se sont demandé si c'était une menace réelle parce qu'on n'est pas habitué à ce type de situation-là à Saint-Jean-sur-Richelieu en particulier. C'est une communauté plutôt paisible là, dans notre collège. Certains l'ont reçu. En fait, ça a été reçu de façon très calme et professionnelle de la part de nos enseignants, c'est-à-dire qu'on a des enseignants qui ont pris la situation en charge et ont pris leur classe en charge et ont mis en place les protocoles qu'on connaît. Cela dit, il y en a qui ont appris la nouvelle, évidemment, de leurs étudiants sur notification téléphonique parce qu'on ne traîne pas tous nos téléphones ou on n'a pas tous un ordinateur en classe. Mais tout le monde, ensuite, a pris les choses en main. Le message, il se transmet comment? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a dans chacune des classes un système audio, là, peu importe comment on l'appelle, où vous recevez un message audio à l'intérieur des classes ou c'est par texto, par courriel? Bref, de quelle façon la communication se fait-elle entre la direction et les enseignants qui sont dans les classes? En fait, selon les informations qu'on possédait à l'origine, il y a un système, en fait, vocal qui devait donner des consignes. En plus, en fait, on a eu des messages sur les téléphones des classes. Il y a eu des notifications sur les cellulaires et des messages courriels. Donc, tout ça envoyé simultanément. En ce qui concerne le système, en fait, d'interphone là, ou d'intercom, on ne sait pas, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une consigne de ne pas l'utiliser dans les circonstances parce qu'on demandait le silence dans les classes? Est-ce que c'est un défaut technique, en fait, qui n'est pas compris? Ça fait partie des choses qu'on veut tous regarder ensemble, évidemment. Là, tout le monde a été pris de court. Cela dit, la direction a procédé à des envois écrits réguliers, là, c'est-à-dire aux 30 minutes au départ, ensuite plus éloignés, là, pour s'assurer, là, autant sur les téléphones Mais le message de départ, il se rend bien rapidement? Ça va dépendre encore une fois pour qui, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le cellulaire ne l'ont pas eu immédiatement. Bon, une fois qu'on reçoit la consigne, et ça, c'est l'autre question, est-ce que les élèves et les enseignants sont bien préparés? Bref, que prévoit le protocole quand la direction d'école dit aux enseignants, vous devez vous confiner dans les classes? Ça veut dire quoi? En fait, le protocole connu, parce que là, il faut savoir qu'il y a des différences entre les enseignants. Certains ont une meilleure connaissance des protocoles que d'autres. Les consignes, en fait, écrites sont disponibles. La connaissance de ces dernières est aussi dépend de tous et chacun, mais de façon collective, la majorité des gens ont eu le réflexe initial de mettre des meubles devant les portes à l'aide d'étudiants, de bloquer les fenêtres avec des papiers ou des chandails et de se regrouper dans un coin à l'abri. Donc, en bilan, là, on relate que les gens ont quand même eu les réflexes souhaités là, pour gérer une telle situation. On sait que les policiers sont arrivés aussi très rapidement à l'intérieur pour donner les consignes à ceux qui n'avaient pas reçu l'information. Bon, et là, on demande le silence absolu dans les classes, on demande de fermer les téléphones. Bref, qu'est-ce qui se passe? En fait, au niveau des téléphones, c'est resté ouvert parce qu'il y a eu beaucoup de communication intérieure-extérieure. On a demandé de fermer les lumières, de baisser le ton, de parler pas trop fort. C'était très silencieux et très sombre, ce qu'on nous a dit au début de la journée. Une fois que le déconfinement a été annoncé, la tension a baissé dans les classes. Là. Donc, il y a des enseignants qui ont diffusé des films, il y a eu des discussions. Ça a un peu changé l'atmosphère dans les classes. Bon, parce qu'en même temps, il y a aussi la durée de l'opération. Parce que je comprends, au début, on interpelle un premier, un deuxième, un troisième individu, mais après ça, bon, les policiers ont voulu déconfiner graduellement, s'assurer qu'il n'y avait pas d'autres menaces, pas d'autres individus, pas d'autres explosifs. Donc, le cégep est extrêmement grand. On ne parle pas de 10 personnes, on parle de plusieurs centaines de personnes dans ce building-là. Bref, ça ne peut pas se faire en claquement de doigts. Il y a le confinement, mais il y a la durée aussi du confinement. Comment ça s'est vécu pendant toutes ces interminables heures? Au début, ça s'est passé... Bon, au début, je vous dis, les premières heures ont été plus stressantes. À partir du moment où l'annonce de déconfinement a été annoncée, la tension a baissé, comme je vous disais. Suite à ça, en fait, ça a été très différent. Les derniers étudiants et enseignants ont été évacués à l'entour de 15h50. Donc, ça faisait plusieurs heures. Il y a évidemment des personnes qui avaient des malaises parce qu'on n'avait pas mangé, on n'avait plus de bouteilles d'eau. Ça faisait de très longues heures. Donc, ça a été vécu plus difficilement. Mais
Les policiers avaient une attitude très positive envers les gens quand ils allaient les chercher. Tu sais, les gens n'ont pas senti qu'ils n'étaient pas bien pris en charge au cours de la situation. C'était long. Il y a eu... Bon, les gens se sont impatientés, mais ça s'est fait de façon très calme et posée quand même. Bon. Quand on regarde un peu le fil des événements, bon, récemment, dans la région, il y a eu une opération à la polyvalente Racicot. Là, vendredi, c'était le cégep Saint-Jean, puis quelques heures après, à Montmorency, du côté de Laval. Là, je remonte du temps où nous-mêmes, on allait à l'école, où à chaque année, il y avait des exercices d'incendie, là, puis on savait que, bon, il allait avoir un exercice. Or, des exercices de confinement, est-ce que ça existe dans nos établissements scolaires? On sait qu'il y a des établissements scolaires qui en ont. Nous n'en avons pas. En fait, autant du côté des enseignants que la direction, quand la question a été étudiée, il y a des pour et des contre dans ces exercices-là et l'anxiété qu'ils peuvent générer. Il avait été déterminé à l'époque que ce n'était pas la solution idéale. Il avait visé plutôt la formation, la diffusion d'informations. Aujourd'hui, avec ce qu'on a vécu, est-ce que c'est encore la position à conserver? C'est ce qu'il va falloir qu'on étudie dans les jours à venir. Là, c'est sûr que présentement, les bilans ne sont pas faits. On ne s'est pas rencontré en post-mortem encore, autant les instances syndicales des différents corps de métier qu'avec la direction pour faire le point sur ce qui pourrait être amélioré ou réfléchi pour la suite, mais ça va assurément être étudié. Bon. Est-ce que pour vous, les enseignants étaient bien préparés pour ce genre d'événement-là ou s'il y a vraiment des choses à revoir? Dans la mesure où on peut être bien préparé, je dirais que la majorité se sont sentis outillés pour le faire dans le sens où il y avait déjà eu des informations communiquées. D'autres, évidemment, ne se sont pas sentis préparés à ça, autant du point de vue du stress que de l'anxiété que ça génère. Je pense qu'on ne sait jamais, peu importe la quantité d'informations qu'on possède sur le sujet, personne ne sait comment on va réagir. C'est certain que la notion de revenir sur ces informations-là de façon plus ponctuelle, en fait, pour s'assurer qu'elles ne sont pas trop loin en mémoire, va constituer un atout pour la suite, peut-être. Mais sur le coup, ça ne fait pas partie des choses qui sont grandement ressorties là, des commentaires que nous avons reçus des enseignants à toucher. Dans ce genre d'opération-là, puis fort heureusement, il n'y a pas eu de coup de feu, il n'y a pas eu d'explosif, il n'y a pas rien de grave qui est arrivé. Contrairement à Laval, où il y a eu vraiment des échanges de coups de feu dans une thématique de gang de rue. Mais je reviens à ça, il reste que l'humain étant l'humain, on ne vit pas l'anxiété de la même façon. Vendredi, c'est une chose. Là, aujourd'hui, c'est un retour, entre guillemets, à la normale, quoiqu'il y a des services de psychologues, je présume, en place pour les gens qui veulent ventiler. Mais il ne faut jamais sous-estimer les impacts à moyen terme ou moyen-long terme que peuvent provoquer ce genre d'événements-là. Quel est le regard que vous portez sur la suite des choses et sur le volet psychologique suite à cette opération-là de vendredi? En fait, c'est le volet que nous, on priorise pour l'instant là, par rapport à ce qui pourra être fait dans le futur pour améliorer. Pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment de s'assurer, en fait, effectivement, du soutien psychologique parce qu'une fois l'adrénaline retombée, on sait que certains réagiront différemment. Il y a déjà des choses qui ont été mises en place, c'est-à-dire qu'il y a une équipe psychosociale dédiée là, depuis vendredi pour les membres du personnel. Il y a du soutien psychologique sur place aujourd'hui. Il y a évidemment des membres de la direction depuis tôt ce matin qui font la tournée des cordons pour s'assurer que les gens vont bien, que les choses reprennent. On est aussi dans un retour qui est modulé aux besoins de tout un chacun, c'est-à-dire que le retour à la normale est modulé en fonction des besoins. Certains départements vont avoir suspendu des cours, d'autres reporter des évaluations. L'objectif est vraiment d'être à l'écoute des besoins et de s'assurer que le soutien est offert. Parce qu'il faut voir comment tout ça évoluera pour les personnes affectées. Avez-vous des rencontres de prévues avec les membres du syndicat, avec la direction? Bref, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures? En fait, ces rencontres-là doivent être planifiées aujourd'hui. Ça fait partie de l'ordre du jour de la journée. Évidemment, au cours de la fin de semaine, le temps a été dédié vraiment à supporter les gens qui en avaient besoin et à s'assurer, en fait, que tout soit en place pour tout le monde ce matin. Maintenant, ça fait partie des choses dont on veut discuter aujourd'hui. Évidemment, on va falloir qu'on se rencontre ensemble. Il y a des enjeux de notre côté qui sont liés à la santé et sécurité au travail pour la suite. Il y a des enjeux aussi pour les étudiants. On est quand même en fin de session actuellement. Donc, on arrive à la 12e semaine. Donc, tous ces enjeux-là, ça va être traité, évidemment, là, prochainement. Bon, je le disais en introduction, malheureusement, c'est une réalité de notre vie moderne aujourd'hui où des établissements publics peuvent être la cible de ce genre d'événements-là. Puis on n'est jamais trop prudent. Puis on peut comprendre que quelqu'un voit quelque chose à l'intérieur, fait un signalement, et là, ça provoque une opération. Puis on ne connaît jamais l'envergure de l'opération. Puis on n'est jamais trop bien préparé à ce genre d'événement-là. Mais
Quel est le regard que portent les enseignants, les enseignantes sur ce risque-là aujourd'hui qu'on peut hypothétiquement courir dans un établissement scolaire? C'est sûr que ce matin, la vision de la chose des enseignants avait changé depuis jeudi dernier. Là, honnêtement, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout dans une communauté collégiale comme la nôtre. T'sais, on s'entend qu'on est à échelle familiale, on n'est pas dans des grandes villes où il y a des enjeux, en fait, de violence à l'intérieur du collège. La vision pour la suite a évidemment changé. Comment on envisage ça, ça va être parce qu'on constatera dans les prochains jours, je pense aussi, là. Et là, sans rentrer dans les détails de l'enquête, de ce qu'on sait, évidemment, l'individu est accusé de menaces à l'égard de son professeur de psychologie. Quoiqu'il semblait avoir des propos, disons, entre guillemets, menaçants depuis environ 2 semaines, mais bon, l'enseignant a signalé la chose vendredi dernier. Est-ce qu'il y a un message aussi à passer au corps professoral de dire ne tolérez pas aucune menace, quelle qu'elle soit, et vous devez la dénoncer rapidement? En fait, on a déjà un message à cet effet-là. Là. On a une politique interne là, concernant un milieu exempt de violence là, et harmonieux autant pour les études que pour le travail. Et il y a déjà des procédures en place, en fait, pour s'assurer que c'est dénoncé de façon immédiate, rapide. Et on a habituellement un suivi immédiat et rapide de la part des enseignants. Là, on est dans une situation très particulière où il a été difficile d'envisager que quelque chose comme ça pouvait arriver. On n'avait pas de signaux évidents et précurseurs. Nous-mêmes, dans notre vie, des fois, quelque chose va s'avérer un peu menaçant, mais on dit c'est pas vraiment vrai, ça n'arrivera pas. Puis nous-mêmes, des fois, on banalise. L'humain étant l'humain, des fois, on va banaliser, mais quand on arrive avec des événements comme celui de vendredi, bien, c'est là qu'on se dit qu'il ne faut pas prendre à la légère, même si, à nos yeux, elle n'a pas l'air si pire que ça, la menace. Oui, mais honnêtement, je dois vous dire qu'on n'a pas l'habitude de banaliser. On aime mieux, en fait, dénoncer, enquêter, chercher et découvrir qu'il n'y avait rien que l'inverse. C'est vraiment une situation exceptionnelle, là, inédite, ce qu'on a vécu. Marie-Ève Duval, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Samedi 26 novembre, en matinée ou en après-midi, belle activité à faire en famille au musée du Haut-Richelieu avec décors sur céramique avec la thématique de Noël. Si vous désirez vous inscrire, vous allez tout simplement sur le site Internet du musée. À demain.